Bonjour Laurence de Villers. Bonjour. L'intelligence artificielle inquiète autant qu'elle fascine. On va en parler pendant près d'une demi-heure avec vous ce matin. Parler aussi de votre spécialité puisque vous travaillez sur l'interaction affective avec les machines. Vous allez nous expliquer ce que c'est que l'affection avec les machines. D'abord, mettons-nous d'accord, si vous voulez bien, sur les mots. Quand on parle d'intelligence artificielle, et on en parle beaucoup ces temps-ci, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est la même intelligence que nous, petits humains? Oui, vous avez raison d'insister là-dessus. En fait, la grande question, c'est est-ce que la machine peut reproduire notre intelligence? Et alors? Non. Nous en sommes très loin. Nous sommes sur une autre facette de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on crée des machines qui, à partir de nos traces, c'est-à-dire ce qu'on laisse, les signaux qu'on va exprimer, les écrits sur Internet, si on pense à ChatGPT, vont pouvoir finalement reproduire une certaine sémantique qui vient de nos traces. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle nous copie, nous synthétise et nous recrache? Elle nous imite totalement, c'est une pensée calculante, il n'y a pas du tout d'intention, ni d'émotion, ni de conatus, si je prends Spinoza, c'est-à-dire il n'y a pas d'entité elle-même, c'est juste des programmes, des algorithmes que nous nourrissons en fait avec nos données. Et on s'aperçoit qu'effectivement, elles sont capables de générer, avec ces IA génératives comme ChatGPT, il y a intelligence artificielle, parce que je sens que vous allez dire cette expression 200 fois dans la demi-heure qui dit il y a intelligence artificielle. Ok, intelligence artificielle, donc IA, effectivement, c'est donc l'intelligence qui nous fait penser à l'humain et l'artifice qui nous fait penser à la machine, et ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes, puisqu'elle n'a pas de corps. Bon, sur une journée ordinaire, du matin au coucher, l'intelligence artificielle, elle est déjà partout autour de nous, sans qu'on la voie forcément? Bien sûr, elle est sur le téléphone. C'est-à-dire, par exemple, elle est sur le téléphone qui est là. Quand je demande à mon téléphone de vous appeler, par exemple, elle est où dans ma voiture? Elle peut être dans l'agent conversationnel qui vous aide à vous piloter, ou dans Waze, là, qui vous dit quel est le meilleur chemin à prendre. GPS, oui. Ça peut être aussi votre montre connectée. On va avoir en fait déjà de l'IA en médecine, dans différents domaines. Et c'est très important de comprendre qu'il y a une IA symbolique qu'on manipule depuis très longtemps et une IA connexionniste avec des réseaux de neurones, ces transformers, ces nouvelles technologies qui arrivent maintenant avec des performances très intéressantes qu'on voit tous dans ChatGPT. Bon, on va en parler, allons-y. Justement, ChatGPT, on en parle beaucoup en ce moment, c'est tout nouveau pour le grand public. C'est un outil conversationnel établi à partir d'une intelligence artificielle. Alors, ChatGPT, il est capable d'échanger avec nous, il est capable de rédiger une dissertation à la place d'un lycéen, capable de rédiger un article à la place d'un journaliste. Je peux vous couper, Salia? Est-ce qu'il aurait été capable de mener cet entretien avec des questions plus malignes que les nôtres? Il aurait été capable de mener cet entretien. Si vous dites oui, je vais me recoucher. Mais sûrement pas avec les mêmes questions. Avec le mainstream, c'est-à-dire avec les lieux communs, avec tout ce que là, pense... pardon, on a fait quelques lieux communs pour l'instant. Qu'est-ce que l'intelligence? Est-ce qu'il aurait été meilleur que nous? Non, il n'a aucune logique, il n'a aucune morale et il n'a aucune façon de vérifier ce qu'il dit, puisqu'il ne comprend pas ce qu'il sort comme succession de mots. En fait, si on vous écoute, ChatGPT, c'est une accumulation d'informations. C'est-à-dire que quand on lui demande de rédiger, par exemple, une dissertation, quand un lycéen veut tricher un peu et demander une dissertation à sa place, d'écrire une dissertation à sa place, en fait, il va juste rassembler les informations dont il dispose, en fait, des informations qu'il trouve sur Internet. Alors, c'est pas comme ça. On a fait ça une fois, en 2021. Là, on a ramassé un énorme paquet d'informations Wikipédia ou autre sur Internet. Et à partir de là, on fait un modèle qui s'appelle le GPT-3 Transformer, qui calcule en fait les corrélations des mots entre les différents mots. Enfin, en gros, c'est comme un puzzle, si vous voulez, ou mieux qu'un puzzle, des Lego. Chaque mot ou des entités comme ça sont liées en fait au contexte dans lequel ils apparaissent. Okay. Et à partir de cette énorme IA générative, on est capable de générer des phrases qui ressemblent à de l'humain, à du langage humain. Est-ce que c'est un peu d'ailleurs sur la syntaxe. Quand certains téléphones font ça aujourd'hui, on commence à écrire un message et le téléphone le complète tout seul. J'écris à Salia comment et il me propose vas-tu. Exactement. C'est ça, c'est l'occurrence qui existe le plus, qui est proposée à chaque fois. Et c'est refait à chaque fois. On a la suite. C'est pour ça que de temps en temps, sur des textes longs qu'il va générer, et là je préviens les étudiants, au début ça a l'air cohérent et à la fin plus du tout. Parce qu'effectivement il s'est laissé emballer dans cette histoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est capable de sortir des choses qui existent et qui sont rationnellement intéressantes, et d'autres qui sont des hallucinations, qui n'existent pas, des fake news ou des informations farfelues. D'ailleurs, les créatifs adorent ça, ce côté-là. Mais donc, c'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT, comme va chercher les informations sur Internet, il peut se servir des fake news qui existent aussi. Ah bien sûr. Bien sûr. Et puis, en cela, il est très humain, finalement, aussi. Oui, il va amplifier énormément. Ouais. Alors là, trouver... En plus, il énonce ça sans aucun doute. Donc, trouver ce qui va être vrai ou faux demain. Les complotistes n'ont aucun doute sur le fait que le complot existe.
Mais Eh vous bien, écoutez, comprenez, il y a des comploteurs. C'est là où il faut s'intéresser. Qui va tirer profit de ces complots sur Internet avec des ChatGPT? vous comprenez que l'éducation nationale s'inquiète. Exemple, à Sciences Po, on interdit ChatGPT. Est-ce que vous comprenez cette défiance-là envers Bien cette sûr. nouvelle technologie? Bien sûr, je comprends tout à fait l'anthropomorphisation. C'est on projette des capacités de l'humain derrière ces machines qui sont juste du calcul. Et on veut interdire parce qu'on a peur de pas pouvoir évaluer les élèves. Donc ça demande quand même beaucoup de transition, évaluer sûrement différemment, mais surtout apprendre ces systèmes. Donc il ne faut pas les interdire en tant qu'outil pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut les désosser et comprendre quels sont les concepts qui sont derrière pour ramener tout le monde à la compréhension de ce qu'on peut en faire réellement. Il faut que les professeurs se forment à ChatGPT, par exemple? Avec leurs élèves, je pense qu'il faut débattre en ce moment des usages avec ses élèves. Laurence de Villers, est-ce qu'on peut demander à une intelligence artificielle si un texte a été écrit par une autre intelligence artificielle? Bah, vous voyez, on peut empiler comme ça à l'infini. etc. Mais... Vous allez arriver sur un truc bloubi-boulga, terriblement bas, aucune morale, aucune compréhension finalement de ces manipulations subtiles qui vont être dans ces systèmes. Donc attention, non. Il faut de l'humain, des experts éthiciens, on aura de nouveaux métiers autour de tout cela, évidemment. Microsoft l'a aussi essayé de mettre en place son ChatGPT dans une nouvelle version de son moteur de recherche Bing. Mais voilà, pour le moment, il y a quelques ratés. D'autres grosses entreprises mise aussi sur un un système conversationnel. Pourquoi il n'y a pas de chat GPT français? Mais il y en a. En fait, Ah bon? il y a un chat GPT... Pas exactement. Il y a le cœur, là, le grand modèle dont j'avais parlé de l'IA générative qui s'appelle Bloom, qui a été fait en France, à Saclay, sur un calculateur qui s'appelle Jancet, avec des milliers de chercheurs, avec une collaboration privée-publique, avec des acteurs européens. Ah ben moi, je suis la première à être désespérée. Bon, et il fonctionne parfaitement. Est-ce qu'il est accessible au grand public ou pas? C'est ça la différence? C'est le cœur. Si vous regardez ChatGPT, c'est le cœur d'un modèle comme ça qui peut générer des mots à l'infini à partir d'énormément de milliards de données, et qui est représenté par des milliards de paramètres. Au-dessus, on a un agent conversationnel qui va interroger finalement ce grand modèle de langage pour générer des réponses. Et au-dessus, nous avons des filtres qui viennent directement d'OpenAI pour ChatGPT pour éviter que le système soit non politiquement correct. Et là, il y a des problèmes de censure qui sont des problèmes éthiques, il y a des problèmes de discrimination. On parle beaucoup moins de certaines religions que d'autres. Et la machine... en plus, on n'a pas de moyen de vérifier que c'est logique ce qu'elle est en train de dire sur finalement ce qu'elle est en train de proposer comme suite de mots. Donc, il y a énormément de sujets de recherche. Et cet outil français européen n'est pas encapsulé dans ce chatbot, donc n'est pas disponible encore. On a le gros de la machine, si je résume, mais on n'a pas le petit machin qu'il faut rajouter au-dessus. On n'a pas le machin qui peut converser avec vous. Pour qu'on puisse lui poser des questions et voir ce qu'il y a dans le capot. Par contre, les chercheurs, eux, ils ont enfin un outil open, c'est-à-dire qu'ils peuvent lever la façon dont ça a été fait à l'intérieur de cette grosse machine qui génère du texte. Bon, on va essayer de voir avec vous toutes les autres conséquences de l'intelligence artificielle dans nos vies, dans le travail, dans la justice, pourquoi pas aussi. On a encore un bon quart d'heure à passer là-dessus et je pense qu'il faudra au moins ça. Le fil info tout d'abord à 8h41. Voici Marie Maheu. Il s'est caressé le bas-ventre pendant que je lui exposais mes idées sur France Info. L'agente de joueur Sonia Swede dénonce les agissements de Noël Le Graët. Elle dit avoir été estomaquée par la défense de l'ex-président du foot français depuis sa démission il y a 2 jours et réfléchit à porter plainte. Critiquée pour son effet addictif sur les jeunes, l'application TikTok met en place des garde-fous. Au bout d'1 heure à regarder des vidéos, les mineurs devront entrer un mot de passe. D'ici quelques semaines, leurs parents pourront aussi définir un temps d'écran quotidien. Il est accusé d'avoir provoqué le pire accident ferroviaire du pays en Grèce. Un chef de gare témoigne aujourd'hui devant la justice. 2 trains se sont percutés frontalement hier, faisant 42 morts. Ils circulaient sur la même voie. Justin Bieber ne reviendra pas de sitôt en Europe. Le chanteur canadien annule ses concerts en France, Irlande ou encore au Royaume-Uni. Aucune explication donnée, mais il avait déjà suspendu sa tournée mondiale l'année dernière pour des raisons de santé. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université. Un utilisateur sur 5 de ChatGPT craint pour son emploi. On a appris par exemple qu'en Allemagne, le groupe média qui possède les journaux Bild et Die Welt allait supprimer des emplois de journalistes qui s'occupent de l'édition des papiers. Ça vous surprend ou alors c'est le futur? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître avec justement cette intelligence artificielle? Est-ce qu'on va être grand remplacé par les robots?
Non, cette phrase-là fait extrêmement peur et je pense qu'il faut rester raisonnable. On ne va pas être remplacé. L'humain n'est pas remplacé par une machine. Par contre, certaines tâches qu'il faisait peuvent être remplacées par ces machines, avec beaucoup de succès pour certaines, mais il faut contrôler. C'est ce que je disais tout à l'heure avec ChatGPT, c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'il est capable à la fois de faire des choses formidables et en même temps de générer des fake news. Donc on a besoin, dans tous les cas, dans l'IA, d'avoir des humains experts, éthiciens, dans les boucles de ce que nous allons construire. Mais quels sont les secteurs qui peuvent être touchés par justement cette intelligence artificielle qui va prendre le dessus? Je pense à la médecine tout de suite, par exemple. C'est évident que ces machines qui agglutinent des milliards de données ont une acuité différente de l'humain. Le médecin, le radiologue, par exemple, ne verra pas autant d'images que la machine en a vues dans sa vie. Et donc, c'est important de comprendre qu'à partir d'un grand nombre d'images, à partir d'une capacité à regarder pixel par pixel, et non pas avec des présupposés sémantiques de recherche d'informations dans l'image, eh bien, il va trouver d'autres, peut-être prémices d'un cancer, d'autres informations pour beaucoup de différentes tâches qui vont être intéressantes pour nous. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va permettre à un médecin de découvrir, par exemple, une tumeur ou le début d'un cancer parce qu'il ne peut pas le voir, lui, à l'œil nu, en regardant les radios. Voilà. Donc, on est vraiment sur un champ très innovant qui nous permet d'accélérer les processus de tests pour faire un vaccin, qui nous permet, dans beaucoup d'autres domaines, d'avancer, sur la science aussi. Mais il ne faut pas faire une confiance aveugle à ces systèmes. Il y aura toujours le regard humain à la fin. Il y a eu un film, il y a plusieurs dizaines d'années de ça, que vous avez sans doute vu comme nous, qui s'appelait Minority Report, qui s'était projeté dans un futur, je ne sais pas si c'était en 2023, où la police arrêtait les délinquants avant même qu'ils soient passés à l'acte, une forme de police et de justice prédictive. Est-ce que l'intelligence artificielle un jour fera ça ? Je crois que c'est extrêmement dangereux dans ce cas-là, parce qu'il ne s'agit pas d'anticiper le futur, qui arrive avec un hasard qu'on connaît bien. Il peut nous arriver des choses qu'on n'a absolument pas prévues. Comment une machine pourrait les prévoir ? Dans certains cas, on peut imaginer quelques tendances, mais encore une fois, c'est à l'humain de comprendre qu'est-ce que pourraient être ces tendances. Il y a des tentatives. Aujourd'hui au Canada, l'État de l'Ontario va tenter de résoudre certains conflits, les petits conflits de voisinage notamment, en les confiant, c'est autre chose, à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire un ordinateur, entre guillemets, va trancher sans intervention d'un juge. Alors, comme dans tout objectif de créativité avec ces IA, de compréhension, de raisonnement qui vient seulement de l'IA, moi j'encourage toujours, et je pense que c'est la seule raison qu'on devrait avoir, il faut regarder ce qu'elle crée. Il faut regarder quels sont les projets proposés. Et là, s'apercevoir que c'est l'humain, en fait, qui a le lead pour savoir ce que c'est nouveau ou pas nouveau. Lorsque vous êtes devant une génération d'une IA, vous pouvez avoir 1000 possibles. Certains vont être exceptionnellement intéressants pour l'humain, d'autres absolument lamentables, sans aucun intérêt pour l'humain. Donc, dans l'anticipation que peuvent faire ces machines, c'est la même chose. On peut anticiper des choses qui vont nous être utiles et d'autres qui seront absolument pas intéressantes pour nous. Donc, ne pas faire confiance comme cela à ces machines, c'est la première règle à avoir. Il faut absolument normaliser et surtout éduquer les gens à utiliser ces systèmes. Dans les évolutions possibles avec l'intelligence artificielle, on connaissait les guerres informatiques, on connaît les guerres économiques, mais certains s'inquiètent du recours à l'intelligence artificielle en cas de guerre physique. On entend parler de drones, de chars qui peuvent identifier des cibles à distance et aller faire la guerre tout seul, sans qu'on ait besoin d'envoyer des soldats sur place. Ça, vous y croyez à des guerres du futur comme celle-ci ? Écoutez, si on s'amuse à faire se battre des machines entre elles, qu'est-ce qu'on gâche là ? De l'énergie, soyons un peu conscients de l'évolution des dépenses. On évite aussi des morts. Des pertes de soldats ? On ne va pas faire ça, c'est ridicule. À quoi ça servirait de se confronter des machines entre elles ? Maintenant, si on met des machines avec des humains, là, c'est complètement inégal. Et en plus, qu'est-ce que veut dire pour une machine un humain suspect ? N'est-ce pas ? Est-ce que c'est son costume qui va définir ça ? Comment la machine va pouvoir juger de cela ? Donc il me semble qu'il faut faire encore une fois très attention à ce que demain on peut faire avec de la guerre, avec des robots. Je pense que ça vient de la science-fiction dans notre imaginaire. Il faut penser qu'aujourd'hui, la guerre, c'est pas ça. C'est la guerre des normes, c'est la guerre du pouvoir économique. C'est ces guerres de pouvoir qui sont énormes, qui se jouent en ce moment, parce que ces IA sont très manipulatrices. La guerre du pouvoir, justement, en vous écoutant, on a envie de se poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle a une morale ? On parle de la guerre, on parlait de la guerre à l'instant. En fonction de qui manipule cette intelligence artificielle, la morale change ?
Elle n'a pas de morale. Elle a intégré nos données qui, à l'intérieur, contiennent des éléments sémantiques de l'ordre peut-être de la dignité, de la morale, etc. Mais elle n'en a pas elle-même. C'est pas une entité, c'est un calcul. Est-ce qu'on peut lui inculquer une morale ? On pourrait effectivement inculquer le fait que la raison, c'est ça, et ça, c'est le désordre. Ça, c'est le mal, ça, c'est le bien. Et je suis atterré d'entendre ces propos dans les propos de Sam Altman, qui est le PDG de OpenAI, qui dit que ces IA sont bienveillantes et qu'on va faire en sorte qu'elles soient là pour le bien de l'humanité et pas pour des conséquences négatives. C'est-à-dire que, par exemple, quand on interroge son robot conversationnel sur certains points, la peine de mort ou autre, le robot est, je ne sais pas si c'est le bon mot, programmé pour ne pas répondre. Expliquez-nous très concrètement ce point-là. En fait, il pourrait répondre... tout ce qu'il a comme trace sur Internet, avec des fake news ou autre chose, etc. Et donc, comme ces grands géants du numérique comprennent bien que ça va être délicat de parler de choses non politiquement correctes, rappelons-nous de Ty de Microsoft, qui était devenu pro-Hitler en peu de temps, eh bien, là, ils ont verrouillé. Donc, il y a une espèce de censure. Il y a des sujets tabous. Exactement. Par exemple, de quoi on ne peut pas parler ? Ni religion, essayez. Et puis, ça s'est amplifié. On l'a tous testé dès le début, ChatGPT. On a vu que il y avait de plus en plus de verrous comme cela. Et il le dit d'ailleurs, Sam Altman, il le dit. Il y a des sujets qu'on ne traitera pas. Ce n'est pas à ces industriels seulement de décider de ce qui est censure ou non. Il me semble que c'est à la société de décider de ce que l'on veut laisser faire ou pas. Et cela montre à quel point c'est pas robuste à l'intérieur. C'est-à-dire que ces systèmes qu'on nous laisse entendre comme étant miraculeux, incroyables, hallucinants, finalement, ils sont très dirigés par les ingénieurs qui les ont construits. C'est une poignée d'ingénieurs et des milliards de gens qui vont l'utiliser. Regardez la manipulation déjà de nombres. Et puis, dans ces machines, nous avons majoritairement de l'anglais. Ces données textuelles viennent de l'anglais américain. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur nos opinions ? Puisqu'on est dans la science-fiction un peu quand même avec vous ce matin, est-ce qu'on peut imaginer, on s'est posé la question hier avec Salia en préparant cet entretien, est-ce qu'on pourrait imaginer de confier les clés de la planète, ou en tout cas d'un pays, à l'intelligence artificielle, en prenant soin, avant de faire ça, de lui dire qu'il faudrait sauver la planète, qu'il faudrait le bien du plus grand monde, qu'il faudrait aider les plus pauvres, mais essayer de... Voilà. En rentrant tous les critères, sachant qu'un robot s'en fiche complètement d'être réélu dans 5 ans, a priori, sauf si il compte prendre le pouvoir sur nous, mais est-ce que finalement il ne faut pas donner les clés du camion à l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que vous faites de la démocratie ? C'est-à-dire de l'idée que la morale, c'est pas la morale généraliste, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est la morale particulière, en fonction d'un contexte, en fonction de ce que l'on connaît finement de quelque chose. Et tous ces détails-là sont lissés dans ces univers. Donc on irait vers une espèce de morale, de prise de pouvoir extrêmement totalitaire, sans aucun intérêt pour les individus. Donc attention à ne pas aller dans ce sens-là. Puisqu'on est dans la boîte à fantasmes, une prise de pouvoir par les ordinateurs qui couperaient le cordon avec leur créateur, ça vous fait... Oui, bon, ça, visiblement, j'ai la réponse. C'est dans les films, ça vous fait rire, mais ça n'est que dans les films. En fait, il n'y a pas d'intention dans ces machines. C'est nous qui mettons des intentions dans ces machines. Donc, elles n'ont pas d'intention. Mais on ne peut pas programmer un ordinateur pour lui dire deviens le plus puissant et on peut programmer tout ce qu'on veut. On peut faire des choses... Excusez-moi, je suis parano. Je vais jusqu'au bout de ma parano. Il a peur. Ça traduit une inquiétude. Donc, je viens de couper mon téléphone pour poser la question, d'ailleurs. Méfiez-vous des humains qui programment ces machines, mais ce n'est pas non plus le bon terme, parce que nous ne sommes pas responsables de tout cela. C'est les enjeux économiques et ces démocraties et ces régimes. La gouvernance est essentielle. Demain, il faut éduquer et il faut faire des règles autour de cela. Quand je sors dans la rue, il y a des règles. Les voitures ne m'écrasent pas. Quand je sors dans un métavers demain, qui est un univers artificiel où il y aura de l'IA partout, je ne sais pas quelles sont les règles. C'est très important de les donner demain. L'Europe s'intéresse à ça. Donc, le AI Act arrivera sans doute en 2025. Il y a une loi qui arrive en 2025, effectivement. Impliquée donc, dans des projets de normalisation avec des industriels pour essayer de comprendre comment on pourra créer des systèmes à forte capacité économique, mais en même temps en respectant la dignité de l'humain, les droits de l'homme, comme le préconise l'ONU. Et je suis aussi dans des comités d'éthique pour parler de ce ChatGPT et pour montrer à la lumière de ce que nous connaissons en science, quels sont les enjeux philosophiques, éthiques, mais aussi technologiques. Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université et l'invité de France Info. Le jour où les robots auront le pouvoir, on sera peut-être à l'heure. C'est pas le cas ce matin, 8h52, le fil info. Ça, c'est des horloges, oui. Marie Maheu. Après les députés, c'est au tour des sénateurs de débattre de la réforme des retraites. Début des échanges cet après-midi. 4700 amendements ont été déposés, loin des 20 000 à l'Assemblée nationale. Je veux aller jusqu'au bout du texte, assure le président du Sénat, Gérard Larcher. Pas assez de cours d'éducation sexuelle à l'école.
l'école. 3 associations attaquent l'État pour manquement à ses obligations. SOS Homophobie, SIDAction et le planning familial estiment que les 3 séances obligatoires par an ne sont pas respectées. Emmanuel Macron présidera un hommage à Gisèle Halimi la semaine prochaine pour le 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes. À la mémoire de cette célèbre avocate et militante féministe décédée il y a 2 ans, plusieurs associations réclament son entrée au Panthéon. En Ukraine, au moins 2 personnes ont été tuées dans des frappes russes à Zaporijjia dans le sud. C'est un immeuble d'habitation qui a été touché. Selon les autorités locales, il y a encore des personnes sous les décombres. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brachia, Marc Fauvel. Laurence de Villers, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes aussi chercheur au CNRS sur l'interaction affective avec les machines. Oui. Est-ce que ça veut dire que les robots peuvent avoir des sentiments ? Non, on peut leur donner des programmes qui vont simuler des sentiments. Une expressivité de joie, de peur avec nous, de tristesse. Mais c'est absolument pas ressenti par la machine, elle n'a pas de corps. Ils arrivent à simuler de manière à ce que ce soit crédible ? Ah bah oui, nous on projette, on fait la moitié du travail en tant que citoyen, on utilise ces systèmes, on est un peu bluffé, alors on fait la moitié du travail, on va croire ce système. C'est incroyable ce qu'il me dit. Il est triste avec moi, c'est une attention vis-à-vis de moi. Comment vous voulez résister à ça ? Donc on a un désir à la fois d'immortalité à travers ces machines qui vont être notre mémoire, et en même temps, on est souvent seul, et c'est finalement cette espèce de béquille là que seraient ces objets affectifs, c'est génial. On le fait dans une pièce de théâtre là qui sera jouée à Avignon, qui s'appelle Qui a hacké Garutsaya. C'est un ChatGPT, une espèce d'ensemble. Il sera joué par une jeune fille. Et en fait, on s'aperçoit que la qualité de relation avec cette machine est fondamentale. Donc l'affectif, c'est pas dans la machine, c'est ce que nous projetons sur la machine. La machine ne peut pas ressentir parce que c'est un robot, elle n'a pas de corps. Elle n'a pas de corps, elle n'a pas d'intériorité, elle n'a pas de conscience, elle n'a pas d'intention. Si ce n'est que je peux modéliser de la douleur. Je peux faire de l'homéostasie artificielle, qu'on fait au Japon. C'est-à-dire, en fait, je mets une variable simple de douleur. Si vous lui parlez mal, ça descend. Et puis, elle viendra vous voir parce que c'est dans son intention de revenir à un niveau d'équilibre. L'homéostasie, ce qu'on a, nous, c'est ça. Quand on a faim, on va aller chercher à manger pour finalement plus avoir faim. Et on régule comme ça notre corps. La machine peut le simuler. Donc pour les émotions. On crée une relation avec un robot. C'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, des Japonais et des Chinois se marier avec des robots humanoïdes. On fait énormément de choses. Alors attention, au Japon, c'est très particulier comme culture. Ils ont une philosophie différente et puis ils regardent ces robots sans peur. C'est le gentil robot qui vient aider l'humanité dans cette culture japonaise. Alors que nous, c'est Frankenstein. Bon, et derrière, tout un tas d'imaginaires culturels. Donc il faut faire très attention. Je pense que ni l'un ni l'autre sont dans la vérité. Il faut être très raisonnable en fait. Ces robots, s'ils peuvent nous aider, s'ils peuvent nous assister dans des tâches, il faut évidemment les attendre dans la société de demain. Il y en aura de plus en plus. Et vraiment, il faut apprendre ce qu'on peut faire avec ces systèmes, même affectivement. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, de s'attacher à ces objets ? Je m'attache à la voiture. Voilà. S'attacher à un robot, c'est grave ou pas ? Mais vous attachez pas à votre voiture, monsieur ? Non, j'essaie. C'est pas certain, oui. À leur montre. Les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie. J'ai assez peu de rapport avec elle. Pardon. mais c'est vrai, regardez. Une dérive. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais en Corée, par exemple, ils ont décidé de prolonger la vie. En ressuscitant les morts, c'est-à-dire qu'ils créent des hologrammes de personnes qui sont mortes pour que les familles puissent les retrouver. Ça, c'est clairement des dérives. C'est clairement alors dérive, c'est peut-être un mot très fort, mais c'est difficile à gérer. Il faut que la société réfléchisse à ce qu'on fait avec ces systèmes, parce que c'était très difficile dans cet exemple que vous donnez pour la maman de retrouver un être qui lui manque terriblement. Donc la souffrance remontait énormément. Faire un deuil, c'est arriver en fait à apprendre à se passer de l'autre sans l'oublier. Et donc, il y a là une force énorme émotive. Et je pense que si demain, ces outils sont autour de nous pour faire revivre nos familles dans des cimetières virtuels dans le métavers, comment on va gérer ça humainement ? Et puis, l'idée, c'est pas cela. La vie et la mort fait partie de notre humanité. Donc, il faut vraiment penser qu'est-ce que la machine va apporter pour nous aider à être plus humains et en quoi elle peut nous rendre inhumain, finalement. Mais qui doit mettre les limites, en fait ? Parce que là, je vous écoute, on parle de pays qui sont loin d'une autre. La culture n'est pas la même. On ne peut pas avoir de règles mondiales sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut des discussions mondiales,
je pense. Il y a un niveau qui est générique et il y a des niveaux très verticaux, très particuliers, suivant les cultures. Mais en ce moment, on est en train, de façon cachée, de pousser vers une culture anglo-saxonne, puisque dans ces chats GPT, par exemple, on a 46% d'anglais et moins de 5% de français, ou moins de 5% de chinois. Donc clairement, ceux qui sont derrière l'intelligence artificielle dominent le monde. C'est une prise de pouvoir effective, et donc là, il est nécessaire de réguler. Merci beaucoup Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université. Je signale votre livre « Les robots émotionnel, paru aux éditions de l'Observatoire Santé, Surveillance, Sexualité et l'éthique. Dans tout ça, on a un tout petit peu abordé ce matin cette question. Merci. Merci à vous. Et bonne journée à vous. Bonne journée.